bonjour à tous. Puis merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Paul Augereau, je suis nantais, j'ai 50 ans. Je vais vous raconter au départ un petit peu ce qui m'est arrivé dans ma vie, pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous. Et puis je vais vous expliquer ce qu'on fait avec Self-Water-Cube, pourquoi je l'ai créé, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Alors moi j'ai une formation, j'ai fait génie mécanique, j'ai fait génie électrique, après j'ai fait un 3e cycle de finance et puis en 1995 j'ai créé ma première boîte qui était, en fait j'avais inventé un système où j'imprimais des photos en couleur sur du cuir sans aucun toucher. Ce qu'on fait maintenant avec une imprimante laser, mais en 1995 il n'y avait pas ça. Et puis très rapidement j'ai racheté une boîte d'impression en textile et cuir et puis une deuxième, et puis ensuite j'en ai créé une troisième, donc j'avais une en France, une en Tunisie, une en Égypte. J'imprimais par exemple dans les années 2000 l'ensemble des parasols publicitaires pour Coca-Cola, Heineken et Orangina pour toute l'Europe. J'avais la plus grosse machine, c'était en Tunisie ça, j'avais la plus grosse machine d'Europe pour faire des impressions de parasols et on tournait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et à côté de ça, eh bien, on imprimait aussi du tissu en continu pour la confection. Et puis, je fabriquais des fringues en coton en Égypte, en Tunisie, au Portugal et en Chine. Globalement, je passais ma vie dans les avions. Et comme j'en avais un peu marre de passer ma vie dans les avions, à l'époque, bon, il y avait 90 personnes et j'étais en train de m'intégrer en confection dans le sud tunisien, à la frontière libyenne, et de racheter une boîte de 500 personnes pour être intégré en confection. Il se trouve qu'un jour, eh bien, j'ai bu de l'eau non potable dans un hôtel en Égypte. Je m'étais fait mettre des dents en céramique quelque temps avant, et il devait rester une petite acidité. J'ai une bactérie qui est passée, j'ai fait une septicémie. Derrière la septicémie, ça m'a bouffé ma valve aortique et on m'a fait une greffe humaine à 35 ans. Je suis allé en rééducation, j'étais à Machkou, pas très loin d'ici, et j'étais avec des gens qui sortaient de triple pontage, qui avaient 70, 75 ans, et j'arrivais pas à les suivre en marchant. Alors que moi, en fait, ma force, c'était de beaucoup bosser et d'aller très très vite. Et du jour au lendemain, eh bien, j'avais plus rien. J'ai fait un burn-out. Et le burn-out, eh bien, sauf que je suis plutôt un gars dynamique et jovial, ça ne se voyait pas forcément trop. Et puis maintenant, ben oui, on en parle. À l'époque, on n'en parlait pas forcément. Donc je suis resté dans mon truc pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'une coach, qui était une ancienne championne d'Europe de natation avec palme, et qui se lançait dans le métier de coaching et qui, elle, sortait d'un cancer du sein, je l'ai rencontrée par hasard. Tout de suite, elle a compris comment je pouvais fonctionner et elle a commencé par m'expliquer qu'il y avait déjà 2 choses dans la vie, qu'il y avait des êtres humains autour de moi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce qu'était un être humain autour de moi. Je prenais tous les gens pour des cons parce qu'ils ne comprenaient pas quand je leur parlais. Rien n'allait assez vite pour moi. Moi, je ne parlais pas aux gens que c'était de la perte de temps. J'ai passé ma vie avec mon téléphone, je ne parlais pas aux gens, mais sauf que personne ne me disait que j'étais un abruti parce que j'allais tellement vite, je développais les boîtes et je donnais du boulot à tout le monde et que je modernisais les boîtes et je leur donnais un confort de vie que ben, voilà, tout se passait à peu près bien et puis tout marchait, quoi. Enfin voilà. Donc elle m'a expliqué ça, puis elle m'a expliqué un deuxième mot, c'est qu'il y avait le mot plaisir dans la vie. Et parce que moi, tout ce que je faisais, eh bien, j'étais omnibulé par l'optimisation de tout ce que je faisais, mes gestes et tout ça, ça allait être hyper performant. D'accord. Et alors, il se trouve qu'après, donc là, j'ai fait pendant 10-12 ans du développement personnel, et j'ai découvert que ce qui régit mon fonctionnement de base, en fait, c'est le plaisir. Donc c'était quand même, j'avais empilé des couches depuis l'enfance, enfin, assez extraordinaire. Ça fait quelque chose, et donc ben, une fois que les choses là-dedans, ça m'a remis un peu en selle, et ben, j'ai dit, ben, ce que je fais là, c'est surtout pour ma vie, c'est surtout pas important pour moi, et que je suis tombé malade à cause de l'eau. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, et puis moi, durant tous mes voyages, eh bien, je voyais les mômes
qui n'avaient pas de flotte, enfin les problèmes d'eau c'était partout, qui mangent, qui n'avaient pas à bouffer, et voilà. Et puis maintenant je vis grâce à quelqu'un qui m'a donné quelque chose. Alors moi avant, il ne fallait pas me parler de greffe, enfin de dons d'organes. Enfin, ma femme me disait surtout si je meurs, tu donnes bien les organes et tout ça. Je dis oui, ben, on verra bien, enfin, c'était pas mon problème. Et là maintenant, je vis grâce à quelqu'un qui m'a donné. Je dis donc ben, il faut que j'essaie de redonner quelque chose. Voilà. Et donc c'est ce qui a redonné du sens à ma vie. Ça a été vraiment le début. Et dire, eh bien, je vais travailler dans l'eau, je vais concevoir des machines qui vont permettre de traiter de l'eau pour pouvoir, et donc je n'étais pas encore soigné, et je ne sais pas si je serais fait complètement à jour, mais c'était de dire, eh bien, je vais donner à boire au monde. Voilà, ça a été mon idée qui a fait, sur laquelle je me suis appuyé, qui m'a complètement redonné du sens à ma vie, qui m'a relancé. Donc j'ai conçu des grosses stations de recyclage et de traitement d'eau, complètement automatisées. Travaillé sur la France, et puis je suis arrivé sur le continent africain en travaillant avec Caterpillar. Caterpillar, ils sont installés dans 35 pays. Bon, donc jusque-là tout va bien, et puis moi mon projet c'est de dire, ben, je vais aller dans les villages et puis je vais leur apporter de l'eau. Enfin, ils ont de l'eau, parce que la problématique, on dit, ouais, l'Afrique, ils n'ont pas d'eau, alors en fait, il y a quand même pas mal d'eau, et puis surtout dans le sous-sol, hein, on le verra tout à l'heure, il y a des réserves, il y a 660 000 km3 d'eau à des profondeurs supérieures à 25 mètres. La seule raison pourquoi on n'y va pas trop les chercher, c'est pas le fait d'aller la chercher, c'est le fait que si on construit des réseaux, eh bien le problème c'est qu'il n'y a personne pour pouvoir assurer la maintenance de ces réseaux, et ça serait une véritable catastrophe sanitaire. Voilà. Et donc je suis arrivé dans mes villages, donc j'ai conçu une station de recyclage qui est grosse comme une machine à laver-linge, avec mon panneau photovoltaïque, en disant ça va être nickel, la durée de vie c'est 15 jours. Parce qu'il y a de la poussière, il y a de la température, les gens donnent des coups dedans, et dès qu'il y a le moindre problème électrique, eh bien tout s'arrête, personne ne sait réparer, puisqu'on s'adresse à des populations qui gagnent 3 € par jour et qui n'ont aucune formation, qui n'ont absolument aucun matériel de réparation et qui ne peuvent pas assurer la maintenance. Donc, même s'il y a juste un contact qui est desserré, eh bien, tout s'arrête et il n'y a plus rien qui se passe. C'est pour cette raison-ci qu'il y a plus de 40% des puits aujourd'hui sur le continent africain qui ne sont pas utilisés parce que les pompes sont tombées en panne et c'est rideau. Donc, là, ça m'a foutu un coup en disant, ben, alors quels sont maintenant, et donc j'ai tout repris à la base, je suis vraiment redescendu au seuil en disant, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je veux faire, et quels sont tous les critères à prendre en compte. Donc, c'est d'assurer de l'eau potable, alors à partir soit d'une mare, d'un puits ou d'une rivière, d'en produire suffisamment pour alimenter une population importante, donc on s'adresse à des populations qui qui consomment environ 20 litres d'eau par jour, alors que nous on en consomme 150 litres par personne par jour en moyenne, et donc il faut pouvoir produire suffisamment d'eau, et il faut surtout pas que ça puisse tomber en panne. Donc c'est de créer quelque chose qui soit manuel, qui produise de l'eau suffisante, qui ne puisse pas tomber en panne, qui soit facile à entretenir et qui soit hyper robuste. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le Safe Water Cube. Et j'ai créé, donc, et là c'est l'histoire en fait des deux commerciaux qui vendent des chaussures qui reviennent d'Afrique, et il y en a un qui dit il n'y a pas de marché parce qu'ils marchent tous pieds nus, et l'autre qui dit ben, le marché il est immense parce qu'ils marchent tous pieds nus. Mais comment on fait pour adresser ce marché-là, sachant qu'on a des populations qui gagnent 3 € par jour, qui ont ce besoin, mais qui sont incapables de se le payer. Puisqu'une fontaine Safe Water Cube, ça coûte, installée sur place, ça coûte 5 500 €. Même si le coût est très faible, parce qu'on alimente une population de 1000 personnes et qu'il n'y a pas de coût d'entretien ensuite, eh ben c'est 5 500 € et ils n'ont pas. Donc c'était de dire, eh bien, je vais créer un fonds de dotation. Alors, pourquoi un fonds de dotation plutôt qu'une fondation? Simplement qu'une fondation, il faut avoir 3 ans d'exercice
c'est compliqué, alors que le fonds de dotation, c'est un truc typiquement français qui existe depuis à peu près une quinzaine d'années, qui a les mêmes critères globalement qu'une fondation, mais c'est beaucoup plus facile à gérer, ça se fait en une demi-heure et c'est réglé. Le fonds de dotation permet de récolter des dons, sauf des aides des collectivités. C'est pour ça qu'en dessous, eh bien, en fait, donc on va considérer que le fonds de dotation Safe Water Cube, c'est la banque. Et donc avec comme objet, de pouvoir donner de l'eau potable au plus grand nombre, et deuxième objet, de pouvoir financer des innovations dans le domaine de l'eau. Et en dessous, j'ai créé une association qui s'appelle Agir Ensemble, mais on communique peu sur Agir Ensemble, enfin vous ne trouverez pas Agir Ensemble sur Internet, parce que si vous tapez Agir Ensemble sur Internet, vous allez trouver des centaines d'associations. C'est pour ça qu'on retrouve Agir Ensemble sur le site Internet de Safe Water Cube, qui permet d'avoir une visibilité intéressante. Et donc, l'association Agir Ensemble, elle a pour objet donc, de pouvoir permettre l'accès à l'eau potable au plus grand nombre et l'éducation, parce qu'on va le voir, en fait, si on n'a pas d'éducation, eh bien, on ne peut pas permettre à un pays de pouvoir avancer. Voilà. Alors, je vous propose de regarder, je vais vous commenter un PowerPoint, et puis au milieu, eh bien, on verra un petit peu une vidéo sur YouTube de Safe Water Cube. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Enfin, l'objectif, c'est que ça soit intéressant pour vous et que... Ok, merci. Comme ça. Vous voyez, c'est un peu compliqué pour vous. Non, rien n'est compliqué. Je vais me rapprocher de Yann, ça peut être compliqué pour lui, mais... Allez, ça peut se faire. Oui, alors, donc les faits, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, et il y a 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de l'eau qu'ils boivent. 80% des maladies en Afrique sont dues, pour les enfants, sont dues à la consommation d'eau. Voilà, donc ça c'est la prise, et donc il y a 600 000 enfants de moins de 5 ans voilà, qui meurent chaque année. Et donc il y a plus de 2 millions d'enfants au total, enfin donc des enfants jusqu'à 16 ans qui meurent à cause de l'eau qu'ils boivent. Alors, Safe Water Cube, c'est ça. Donc on pourra aller la voir en bas. Alors pourquoi aujourd'hui les tout derniers modèles ils sont complètement fermés du haut jusqu'en bas avec une porte d'un côté et une autre porte de l'autre pour avoir accès au filtre. Sur la partie haute en fait on a à l'intérieur donc une cuve. Alors c'est fabriqué donc en inox en 3 mm d'épaisseur de façon à ce qu'on puisse taper avec une batte de baseball sans l'endommager, avec des cadenas partout aussi pour ne pas qu'on puisse piquer les filtres parce qu'on a des problèmes aussi de vol. Et donc ça fait 1,20 m de haut sur 50 cm au carré, ça pèse donc à peu près 100 kg. Et le cube du haut, en fait dedans on a une cuve qui fait 100 litres parce que aussi au niveau culturel, il ne faut pas enlever ça. Lorsque les femmes ont l'habitude de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau dans une rivière ou dans une mare, eh bien, si vous leur enlevez ça, eh bien, ça ne fonctionne pas. Beaucoup d'ONG sont arrivées en Afrique avec des financements, on fait des puits au milieu du village en leur disant, regardez, on va vous permettre, au lieu de vous fassiez pendant 2 heures aller chercher de l'eau tous les jours, eh bien, vous apportez l'eau. Voilà. Les ONG ont des financements de 3 ans. Ils font leur puits, donc il leur faut 1 an pour faire le puits, donc ensuite ils suivent pendant 2 ans le truc, et puis dès qu'ils ont le dos tourné, eh bien les femmes n'utilisent plus le puits puisque l'eau c'est géré par les femmes en Afrique. Et elles retournent chercher l'eau à leur rivière ou à leur mare parce que pendant ce temps-là, elles vont discuter avec leurs copines et c'est culturel et ça, il ne faut pas leur enlever. Donc on a toujours cette partie haute et si on a une source d'eau à côté, eh bien on a un tuyau qu'on descend dans la source d'eau, donc si c'est un puits ou une rivière directement, on a un tuyau
Et on a une pompe manuelle, pompe Japis, donc c'est des pompes françaises qui sont hyper connues, robustes. Et en fait, on a 5 étapes de filtration, de manière à enlever petit à petit donc, toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau. Et ça se termine par un filtre céramique. Un filtre céramique à 0,02 microns, c'est la porosité de la céramique. Le filtre céramique, ça fait 5 mm d'épaisseur. Et donc, grâce à la petite pression que 0,4 bar qui est délivrée par la pompe, eh bien, ça permet de tout traverser. Et à 0,02 microns, c'est une taille inférieure aux bactéries et aux virus les plus dangereuses comme le choléra et autres. Lorsqu'il y a, comme il faut gérer un système, on ne peut pas installer dans des villages comme ça des systèmes où on va dire aux gens il faudra nettoyer toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. On est certain que ça ne fonctionnera pas. Eh bien, quand il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, eh bien, on sait qu'on doit nettoyer les filtres. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. À la sortie, juste avant le robinet, on a un compteur. Je vais vous expliquer après dans le fonctionnement pourquoi on a un compteur. Donc voilà, il y a un seul filtre qui se remplace au pire tous les 4 mois. C'est un filtre qui coûte 12 €. Alors pourquoi je dis au pire? C'est-à-dire que lorsqu'on a de l'eau d'appui, c'est de l'eau en règle générale qui est relativement claire, alors que lorsqu'on est avec de l'eau de mare, eh bien carrément on a de la boue. On verra tout à l'heure que moi j'interviens dans les écoles et je leur mets carrément de la boue pour leur montrer que ça filtre même de la boue. Mais donc quand on a de la boue, et bien au bout d'un moment, ce filtre-là, on est obligé de le remplacer, il coûte 12 €. On en fournit un en plus, de toute façon avec toutes les fontaines, et puis je vais vous expliquer comment ça marche. Alors là maintenant, on peut voir la vidéo sur YouTube qui va vous permettre de comprendre le principe, et puis après je vais vous expliquer tout ce qu'on fait et comment on le fait. Parce que, bon, ça c'est soit une innovation qui permet de produire 1000 litres d'eau à l'heure, mais je considère que c'est plus l'ensemble du concept qui est approprié et adapté plutôt que le produit, puisqu'un produit comme ça, en fait, tout le monde peut le fabriquer. Et vous en avez combien de mise en place? Donc en 1 an et demi, on en a installé 75. Et là, avant de commencer l'année, on en a déjà 85 de financés. Et notre objectif à 3 ans, c'est d'en financer 500 par an. Donc dans les 5 000 €, il y a le coût de transport, il y a tout. Voilà, dans les 5 500 €, il y a le coût de fabrication, le coût de transport jusqu'à la douane. La douane est prise en charge par les villages parce que ça leur permet, en fait, comme c'est des dons, ils payent des frais de douane complètement diminués. Je leur demande de l'emmener jusqu'au village. Et autrement, notre transport à nous, notre déplacement avec la formation des personnes sur place dans les 5 500 €. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, il a fallu retrouver un moyen de pouvoir potabiliser n'importe quel type d'eau, que ce soit de l'eau de rivière, de l'eau de mare, de l'eau de puits, et trouver un moyen pour qu'on n'ait pas besoin d'énergie pour la faire fonctionner, et qu'il n'y ait pas besoin non plus de maintenance. C'est un cube en inox qui mesure 1,20 m de haut, 50 cm au carré, et qui permet de sortir de l'eau potable sans bactéries et sans virus et d'alimenter un village de 1000 personnes par jour. C'est intéressant parce que c'est de l'eau, eau potable, c'est la santé, c'est vraiment la vie et puis on a besoin de ça. Sans eau, on ne peut
pas s'abreuver, on ne peut pas faire pousser ni de légumes, ni de fruits, ni de plantes pour se nourrir. Donc cela me paraît vraiment indispensable de proposer ce type de produit. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de mécanique, donc il n'y a pas besoin d'électricité. C'est une vraie solution pour l'Afrique. Ça va changer beaucoup parce que nous on a le problème de l'eau. Nos enfants, nos familles, pour trouver de l'eau, c'est tout à fait un problème. C'est eau potable, on n'en a pas. Donc je trouve bien que cet appareil, la fontaine là, c'est indispensable. C'est quelque chose qui est au fond de moi et là aujourd'hui, eh bien, on a enfin trouvé le moyen de pouvoir apporter la vie dans les villages partout dans le monde. Bon alors ça oui, ça c'est les certifications, parce qu'il se trouve que le filtre céramique qui est mis à la fin, c'est fabriqué en Angleterre, c'est une boîte qui existe depuis 1848 et en 1874 il y a eu une épidémie de choléra sur Londres et la reine Victoria leur a demandé de concevoir des filtres qui soient adaptés pour stopper cette épidémie de choléra. Donc c'est une boîte qui ont l'ensemble des certifications internationales. Lorsqu'on me demande, toi ta fontaine, t'as quoi comme certification? Je dis, moi j'ai pas besoin de certification parce que le filtre céramique il est juste avant le robinet et que c'est ça ce qui donne la qualité de l'eau et la certification de la qualité de l'eau. Voilà. Les implantations, alors elle est plus trop à jour, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, donc en 1 an et demi, je vous disais, on en a installé déjà 75 donc dans 9 pays. Ça va donc Mexique, Haïti, on a le Sénégal, le Bénin, ensuite, je ne sais plus moi, le Burkina, le Maroc, Madagascar, le Sri Lanka, l'Inde, et puis on a aussi le Cambodge. Voilà. Donc, nos objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est d'améliorer la santé de tous, donc en diminuant la prolifération des maladies qui sont dues à une mauvaise qualité d'eau, permettre l'accès à l'eau potable aux enfants, aujourd'hui en Afrique, globalement, dans ces villages, puisque je ne vais que dans les villages. Alors, quand on me dit, mais t'as pas de pression, t'as pas de gens qui te font concurrence, eh ben, malheureusement non, j'ai personne qui me fait concurrence et j'ai pas de pression, puisque je m'adresse à des populations qui n'intéressent personne. Il faut savoir qu'en 1900, sur le continent africain, il y avait 100 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de personnes. En 2050, il y aura 2,5 milliards de personnes. La population africaine aujourd'hui, elle double tous les 20 à 30 ans. Il y a 50% de cette population qui a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, il y a plus de 55 villes sur le continent africain qui ont plus de 2 millions de personnes. Donc il y a 55 villes qui sont plus grosses que Paris intramuros. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez 20 ans et que dans votre village, eh bien, vous ne pouvez pas vivre correctement, vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez rien, vous essayez simplement de vivre et d'être heureux, vous allez vers les villes, et qu'est-ce qui se passe? Comme ces villes-là ne sont absolument pas adaptées à recevoir autant de population, et on le voit déjà chez nous, alors c'est encore pire là-bas, donc il y a des problèmes sanitaires, puisqu'il n'y a aucun assainissement de l'eau, problème de déchets, et l'autre problème qui s'en va derrière, c'est que lorsque toutes ces eaux usées rentrent dans le sol, eh bien, on va en plus polluer les nappes phréatiques.
Et il y a un véritable problème social, puisque vivre dans un bidonville, eh bien, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et donc, aujourd'hui, dans les 5 dernières années, il y a eu 10% de la migration de population des villages vers les villes. Vous imaginez, 10% dans les 5 dernières années, avec ce boom qu'il va y avoir là dans les 20 prochaines années, ça va être une véritable catastrophe. Et donc ces gens-là, si on ne leur permet pas d'être éduqués dans leur village et aussi de faire du business dans leur village parce qu'ils ne vont pas partir, et qu'ils ne trouvent pas leur compte dans ces énormes villes, savoir que Lagos au Nigeria, c'est 18 millions d'habitants quand même un peu de monde, et bien si on ne leur permet pas de vivre là où ils ont envie de vivre, eh bien on va les retrouver en Europe, et je ne vois pas comment on va faire pour accueillir 600 millions de personnes si on prend les 50%, voilà, des 1,2 milliard. Enfin, voilà. Donc, même s'il n'y a pas 600 millions de personnes, s'il y a déjà 10 millions de personnes, ça sera déjà compliqué. Voilà, donc l'exode rural, c'est quelque chose sur lequel, enfin moi, je suis intervenant à l'UNESCO, justement sur le problème de l'eau, de l'assainissement et des migrations des populations en Afrique. Et c'est aujourd'hui, tout le monde, la problématique c'est que tout le monde en a conscience, sauf que ce qui est fait, c'est juste pas utile, quoi. Et il faut, le principe de base, c'est de pouvoir donner à ces enfants de l'eau potable pour qu'ils aillent à l'école tous les jours. Il y a 50% des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils sont malades. Donc déjà commencer pour qu'ils puissent aller à l'école. Ensuite, les former. Et ensuite, leur permettre de créer des petites activités qui leur permettent de vivre. Et c'est tout le déroulé de ce que l'on fait. Donc former les populations. Donc déjà, on a créé une pièce de théâtre qui s'appelle La malédiction des grenouilles, qui est sur l'eau. L'eau qui va être utilisée pour laver dans les abattoirs jusqu'à votre assiette. Un steak, ça fait 120 grammes. Vous êtes une famille de 4 personnes et vous mangez 2 steaks par semaine. Vous allez manger 1 kg de viande de bœuf. Combien a-t-il fallu d'eau pour produire ce kilo de viande de bœuf en tout? Est-ce que quelqu'un a une idée? Une tonne. Une tonne, ça fait 1000 litres. Oui, mais je sais qu'une vache, ça boit énormément. Une vache, ça boit 100 litres d'eau par jour. Oui, donc vivre sur sa vie. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. En fait, la problématique, c'est que sur l'ensemble de la planète, il n'y a que 2% d'eau douce par rapport à l'ensemble de l'eau qu'il y a. Il y a que 2% d'eau douce. Et sur ces 2%, 70% de cette eau-là est consommée par l'agriculture. Et 50% de l'eau consommée par l'agriculture est destinée à produire des céréales pour les animaux. Voilà. En fait, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, si on est juste un petit peu conscient et qu'on nous dit quand on sera 9 milliards de personnes, on n'aura pas assez d'eau pour alimenter, pour donner à boire à tout le monde et on n'aura pas assez de nourriture, eh bien à un moment donné, il faut arrêter de gaspiller la flotte et n'importe quoi. Voilà. Et donc pour revenir justement donc à ce que je dis donc dans les interventions au niveau des écoles, donc je parle du traitement de l'eau, je parle des réserves d'eau en Afrique, des modes de vie. Et puis, comme j'interviens gratuitement dans les écoles, je propose aux élèves de pouvoir être en lien avec une école dans les villages dans lesquels on va installer les Safe Water Cubes de façon à créer ce lien social. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette pièce de théâtre. Et donc, je leur fais jouer cette pièce de théâtre. Et je propose aussi aux élèves de créer des actions de manière à participer à des financements de la fontaine qui s'en ira dans le village avec lequel ils seront en partenariat. Pour créer vraiment ce lien et cette action solidaire. Et donc, une fois qu'on a financé
qu'on a financé les fontaines, eh bien, comment ça se passe? Donc aujourd'hui, les villages, comment on les trouve? On ne les trouve pas par hasard, on n'arrive pas par hasard dans un village. Ce sont des associations qui sont soit dans l'éducation, dans la santé ou dans l'agriculture, qui viennent nous voir, qui sont déjà implantées, qui viennent nous voir en nous disant, ben voilà ce que l'on fait déjà, mais on a une vraie problématique d'eau, les gens sont malades et ça ne le fait pas. Donc on monte les projets en fonction de ça, en fonction du type d'eau qu'ils vont avoir, des maladies, tout ça, donc tout est bien listé, tout est bien référencé. Aujourd'hui, j'ai plus de 90 projets à financer, il y a plus de 500 fontaines à financer sur ces 90 projets. Une fois qu'on a récolté les dons, donc les dons c'est les particuliers, les entreprises, les partenariats avec les entreprises, les fondations, les collectivités, les agences de l'eau. Quand on a financé le projet, eh bien, la première chose que je fais, je prends contact donc avec l'école du village et je leur fais jouer la pièce de théâtre, de manière à ce que les enfants se rendent compte de l'importance de se laver les mains avec de l'eau propre, de boire de l'eau potable, de ne pas gaspiller de l'eau. Et l'intérêt de ça, c'est que les enfants, comme ça, on parle à leurs parents et l'ensemble du village est au courant qu'on va arriver avec une safe water cube. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on arrive, bien sûr, vraiment, c'est la fête de l'eau. Ils jouent la pièce de théâtre devant tout le village. Enfin, c'est des énormes fêtes, c'est super sympa. Tout le monde est conscient, tout le monde est au courant. Et avec le chef de village, eh bien, il va y avoir 2 ou 3 personnes qui seront formées pour être responsables de la fontaine. Formées, ça veut dire qu'on leur apprend à pomper, on leur apprend à nettoyer les filtres, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, on nettoie simplement les filtres avec une brosse qu'on a fournie et du vinaigre blanc. Et c'est tout. Parce que le vinaigre blanc, c'est un bactéricide au même titre que le chlore. Et il y a un compteur, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, toutes les semaines, ces personnes-là m'envoient un SMS. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, sauf qu'ils ont tous au moins 2 ou 3 cartes SIM, parce que dès que vous sortez d'un endroit, eh bien, vous changez d'opérateur, donc ils ont tous des téléphones portables. Ils m'envoient juste 2 chiffres par semaine, le nombre de nettoyages qu'ils ont effectué et le nombre de mètres cubes d'eau qui sont passés dans la fontaine. Et moi, j'ai créé un logiciel dans lesquels, donc, à chaque fois, donc, je rentre les caractéristiques, donc je rentre la population qu'il y a, donc ça me permet de savoir quelle va être la consommation approximative par semaine. Je sais quel est le type d'eau qu'ils vont utiliser, si ça va être une rivière ou un autre puits, donc comme ça me permet de rentrer des indices. Et quand ils m'envoient ces chiffres-là, moi avec ces 2 chiffres-là, je les rentre directement. Et mon ordi, eh bien, il me dit tout de suite si la fontaine elle est correctement utilisée, correctement entretenue, si ça fonctionne correctement. Et c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose de facile, puisqu'il y a des ONG qui ont créé des listings où les mecs ils doivent théoriquement remplir 2 ou 3 pages. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, il faut avoir des choses qui soient simples, qui soient adaptées aux populations. Donc voilà, et donc ces personnes-là qui sont formées, eh bien ensuite, elles sont rémunérées par l'ensemble des familles du village. C'est-à-dire qu'on ne vend pas l'eau. Moi, les gens qui interviennent dans l'eau, toutes les ONG qui interviennent sur l'eau, à chaque fois font payer l'eau en disant il est important que les gens participent à ça. Alors, dans les villes, ok, dans les villes, c'est comme ça qu'il faut le faire. Dans les villages, comme on est vraiment dans la misère humaine, eh bien, le truc, c'est de les faire quand même participer pour pas que... c'est pas de l'assistanat, on est justement, parce qu'on va le voir plus loin, on est vraiment dans une dynamique de relancer de l'activité, mais on les fait participer au service. Et donc, chaque mois, chaque famille donne 50 centimes d'euros, donc par mois, quel que soit le volume d'eau qu'ils vont avoir consommé. Il faut savoir qu'on s'adresse à des familles qui ont entre 7 et 11 personnes, hein, quand même. Chaque famille va donner 50 centimes d'eau, ça va permettre de rémunérer les personnes qui sont responsables des fontaines et ça permettra de financer le filtre qui sera remplacé. Voilà. Et quand c'est installé dans les écoles, parce que très souvent c'est installé dans les écoles, là c'est les gens de l'école qui le font fonctionner, ça permet aux enfants de l'école d'avoir de l'eau potable tous les jours, donc ça c'est le premier point. Les enfants viennent avec leur bidon, ils repartent le soir avec de l'eau potable chez eux. Et plusieurs jours dans la semaine, eh bien, l'école ouvre ses portes au reste de la population, qui leur permet d'avoir accès à l'eau. Et ces gens-là, eux, par contre, eh bien, payent
peu cher l'eau, mais ça permet comme ça de financer, donner de l'argent à l'école pour pouvoir acheter aussi bien des fournitures scolaires que de payer le filtre qui sera remplacé. Voilà. Donc là, je viens de vous parler, vous voyez, je ne suis pas forcément le PowerPoint, mais là, voilà, je viens de vous parler des interventions qu'on fait donc, dans les écoles, les pièces de théâtre qui sont jouées, alors c'est fabuleux, hein, à chaque fois c'est des moments hyper émouvants et les enfants sont costumés, enfin jouent avec une joie, un plaisir. Je vous invite à aller voir sur le site internet. Il faut aller dans Agir ensemble en bas du site internet et ensuite dans École et vous pourrez voir cette BD, cette pièce de théâtre, pardon, ou acheter la BD sur le site. Et puis, donc les enfants, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce qu'on faisait dans les écoles, eh bien, donc, il y a soit les bols de riz, les bols de pâtes, mais il y a aussi donc, les courses solidaires. Alors, les courses solidaires, c'est quoi? Eh bien, chaque enfant va aller chercher des parrains, donc dans sa famille, dans ses voisins, dans ses cousins et tout ça, en disant, eh bien, il faut que tu me finances des tours que je vais faire pour récolter de l'argent pour les fontaines. Et ça marche d'une façon incroyable. C'est que, alors il y a des enfants qui vont trouver qu'un seul parrain, qui va leur dire, bah, moi je te donne 1 € par tour, hein. Et puis il y a des enfants qui vont arriver avec 6, 7, 8 parrains, et en faisant ça, et bien là on est à Savenay. À Savenay, donc c'est un collège où il y a 400 enfants, donc c'est pas énorme, 400 enfants, et bien grâce à ça, ils ont récolté 7 800 €. C'est juste incroyable, alors que les moyennes sont en général entre 2 500 et 4 000 € qu'on récolte, même dans des plus grosses écoles. Voilà. Et eux, ils ont récolté 7 800 €. Ils se sont vraiment défoncés. Alors, là, tout à l'heure, je vous ai parlé donc, de l'éducation, de la formation, mais alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est justement leur permettre d'être formés et puis de créer un business pour qu'ils puissent se vivre. Et donc, on crée des économies circulaires en fonction des productions qu'il y a dans les villages et des productions qui leur permettent de vivre. Parce que la grosse problématique aujourd'hui aussi en Afrique, c'est que tout leur savoir, toute leur culture, il faut savoir que la nature, elle est hyper bien faite, c'est que les choses qui poussent dans les différents endroits, eh bien, elles poussent pour les personnes pour qu'ils les consomment. Il n'y a pas de choses qui poussent qui ne servent à rien. Ben oui, mais tout ça, de par notre présence, on leur a dit, vous allez nous faire des centaines, voire des milliers d'hectares de telle culture parce que c'est pour nous et que ça ne va surtout pas leur servir pour se nourrir, ben c'est juste une grosse bêtise et du coup, ils ont perdu toutes leurs habitudes et tous les savoir-faire, même au niveau de la pharmacopée où il y a plein de plantes qui peuvent leur servir à soigner, tout ça, malheureusement ils le perdent. Et donc le truc, eh bien, c'est en partenariat avec des lycées, donc là moi ça intervient avec le lycée Jules Eiffel qui est juste derrière là. Eh bien, on a créé, c'est dans le sud donc, du Cameroun, à Ebolova, avec un lycée agricole là-bas à Ebolova, une micro-entreprise à l'intérieur, en formant, avec un cycle de formation pour les élèves pour qu'ils soient capables de produire du chocolat. 95% des producteurs de fèves de cacao n'ont jamais mangé de chocolat de leur vie. Voilà. Ils vendent là-bas 90 centimes d'euros le kilo de leurs fèves de cacao à des multinationales. Là, et puis ils n'en ont rien à foutre parce que ça leur permet pas de vivre. Et donc voilà, ils produisent des fèves et puis les autres ils viennent les chercher. Elle dit ben non. Nous, voilà, on monte un cycle de formation pour pouvoir produire du chocolat, donc de bonne qualité. La micro-entreprise, le coût d'investissement total, c'est 40 000 €, avec les machines fabriquées sur place. Donc comme ça, on donne du boulot à tout le monde. Ça permet de produire 5 tonnes de chocolat par an. On dit maintenant, avec les producteurs, eh bien, on va vous acheter, au lieu que vous vendiez vos fèves de cacao 90 centimes, on va vous les acheter 3 € le kilo. Donc c'est juste plus la même vie. Mais par contre, en contrepartie, eh bien, on va vous aider à améliorer la qualité des fèves de cacao. Parce que le problème du chocolat, pour avoir un chocolat de bonne qualité, il faut des fèves de cacao de bonne qualité. Et c'est surtout au niveau du séchage.
hein, au niveau de la manière de quand on va les ramasser, et puis ensuite on va les faire sécher pour pouvoir produire un bon chocolat. Et grâce à ça, eh bien, donc, du coup, les producteurs de fèves de cacao vivent beaucoup mieux, produisent 5 tonnes de chocolat par an. Alors, on n'est pas encore arrivé à 5 tonnes, mais c'est bien, c'est l'objectif. Enfin, l'outil, il est dimensionné pour ça. Ça donne du travail à 5 personnes qui sont salariées déjà. Les élèves sont formés. Le chocolat est vendu à faible coût aux populations. Donc ça dépasse toutes nos pensées. C'est-à-dire, tout le monde en veut du coup. Et puis et les gens achètent du chocolat, donc ça c'est faible. Et le reste est vendu, comme on est soutenu par la région, est vendu dans des lycées de la région qui font leur nourriture pour les élèves, donc qui consomment beaucoup de chocolat. Pareil, là j'ai découvert qu'en fait, on utilisait beaucoup de chocolat dans la nourriture. Et grâce à ça, il y a une partie de cet argent-là qui permet de refinancer des fontaines Safe Water Cube pour les villages autour. Et là, on va, fin mars, eh bien, je vais en installer 15 du coup dans la région. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a formé des populations, on leur permet de reproduire ces activités-là, de rester sur place et de gagner de l'argent avec. Et là, en même temps, maintenant, voilà. Donc, il y a ce premier élément. Donc, création d'emploi, voilà, les 5 personnes, la revente sur le marché local, et puis le partenariat avec les établissements scolaires. Et puis les fontaines qui permettent justement là, donc, aux populations aussi de bénéficier de ça. Et puis là, on est en train de créer un nouveau projet, c'est de la spiruline. Et donc là, on monte une ferme de spiruline, et puis on monte un cycle de formation avec 10 élèves pour produire de la spiruline ici. Et derrière, donc, ça va nous servir, ça va être une micro-ferme, hein, et comme ça va être un laboratoire, et plus de la formation au niveau français. Et ensuite, donc, dans une école à Port-au-Prince, une école dans une école de 2000 enfants, eh bien, on va installer une ferme de spiruline de 200 mètres carrés, avec pareil un cycle de formation pour les adultes, pour qu'ils sachent reproduire cette ferme de spiruline. Coût d'investissement de la ferme de spiruline, c'est 12 000 €. Ils vont pouvoir reproduire cette ferme de spiruline. Là-bas, la ferme de spiruline, la spiruline sera donnée gratuitement. Tout le monde sait ce que c'est que la spiruline? Non? Alors, pardon, donc c'est une cyanoalgue. Alors, à chaque fois, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi bien pour produire du chocolat que pour produire de la spiruline, il faut une eau qui soit super potable. Et c'est pour ça que, voilà, ça a un vrai lien aussi avec cette Water Cube, quoi. C'est pas, voilà. Et donc la spiruline, c'est une cyanoalgue et qui est très très riche en protéines. Et un enfant qui est en carence alimentaire, 5 grammes de spiruline pendant 1 mois et demi et on le remet debout. Voilà. Et donc dans les écoles, eh bien, il sera donné gratuitement aux élèves de l'école. Et puis derrière, le reste sera vendu à l'extérieur pour permettre de financer des Safe Water Cube sur les villages autour. Voilà. Et donc, avec ce système d'économie circulaire, eh bien là on va recréer la même chose avec des jus de fruits, avec des jus de fruits en Côte d'Ivoire, hein, donc puisqu'on est exactement sur la même démarche, de manière à ce que l'agriculture qui soit présente sur des consommations de produits qu'ils consomment pour eux, eh bien aussi on puisse le valoriser et donc donner une activité économique. Et je suis en train de recréer aussi à côté, là c'est des productions du moringa, parce que le moringa, enfin, ça s'appelle l'arbre de vie, c'est un arbre qui vient d'Inde, mais qu'on retrouve en Afrique, on retrouve à Haïti, on retrouve à Madagascar, on le retrouve partout. Et les feuilles, en fait il y a des grandes gousses, avec à l'intérieur de ces gousses, c'est comme des petits pois, et bien pareil, c'est très riche en protéines et en vitamines. Et donc, je recrée ça à Madagascar et au Cambodge. Voilà. Et puis, oui, les partenariats avec les entreprises, donc il y a 60% de crédit d'impôt, l'intervention auprès des équipes, voilà, lorsque vous faites des journées avec des clients. Projet RSE, c'est-à-dire qu'on emmène des gens qui le souhaitent, donc de l'entreprise, avec nous faire des installations sur des fontaines installées. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que nous, d'1 à 5
fontaine, on y va, il n'y a qu'une seule personne qui se déplace, hein, c'est compris dans le prix du déplacement. À partir de 5, on y va à 2. Et donc, soit l'entreprise, eh bien, si elle a financé qu'une seule fontaine, eh bien, elle souhaite participer au financement d'une personne qui vient avec nous. Globalement, c'est 1 500 € le déplacement. Donc, elle peut participer et puis on emmène quelqu'un de l'entreprise. Au-dessus de 5, eh bien, c'est gratuit puisque de toute façon, on doit y aller à 2, donc on emmène 5 personnes. Voilà. Ça, maintenant, c'est donc, vous voyez, ça, c'est une partie des projets à financer en 2018, donc avec les différents pays, Bénin, Burkina, Cambodge, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Gabon, Haïti, Inde, Madagascar, Mali, Philippines, le Congo, la Centrafrique, Sénégal, Togo, Vietnam. Puis là, maintenant, on est rendu au Népal, enfin bon. Voilà un petit peu tous les projets. Les projets, ça nous arrive tous les jours. Et on est installé au Moulin Rôti à Safré. Le Moulin Rôti, en fait, c'est le siège social. Le Moulin Rôti, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un connaît cette marque Moulin Rôti? Oui. Eh bien, voilà, donc, voilà, des peluches. Eh bien, donc, c'est une coopérative, hein. C'est une coopérative qui a été créée il y a 40 ans par Dominique Jalabert. Et donc, le siège, on l'a installé chez lui. Il est administrateur du fonds de dotation. Alors maintenant, voilà, j'ai fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes combien? Du coup, c'est une association? Oui. Donc l'association, on agir ensemble. Donc là, aujourd'hui, il y a une trentaine de membres. Et puis, à côté de ça, il y a des membres qui vont chercher de l'argent, puisque notre truc, il faut financer. 500 fontaines, ça fait 2,5 millions à trouver. Il y a des gens qui vont chercher de l'argent. Il y a des gens, autrement, qui viennent avec nous faire les installations, qui viennent lorsqu'on fait des interventions. Par exemple, dans les écoles, des fois, il faut qu'on soit 3-4. Et ensuite, les fontaines en inox, elles sont fabriquées à Nantes, là, chez ABC Pliage. C'est juste à côté c'est à Carquefou, à côté de... c'est sur Nantes, rue de la Maguet, mais c'est à côté de la nouvelle prison, là-bas. Et donc, c'est les membres d'association qui on installe tous les filtres, voilà, on livre tout et tout part de chez eux. Voilà. Oui. Je me demandais aussi, parce que vous disiez par exemple qu'il y a certaines associations qui, justement, à cause de la culture, vont mettre une fontaine, mais les gens, dès qu'il n'y a plus le suivi, ils vont se mettre à reprendre leurs habitudes. Alors ça, c'est des grosses ONG. Alors, il faut bien faire la différence entre les grosses ONG et les assos, parce que les assos qui ont souvent peu de moyens sont souvent très très présents et évitent de faire des conneries comme ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui en font, mais ce sont les grosses ONG qui ont des gros moyens en disant voilà, on va faire ça, et puis... je voulais savoir si vous aviez trouvé justement, de toute façon vous l'avez montré avec tous les projets que vous exposez autour de Safe Water Cube, mais est-ce que vous aviez eu des situations où en fait vous avez essayé d'instaurer cette solution, mais elle n'a pas été forcément acceptée par le village ou par les personnes qui étaient autour? Alors, systématiquement c'est accepté. Par contre, on a des situations où on n'a pas pu mettre ça en place et derrière je suis inquiet pour l'avenir. Par exemple, Haïti, lorsqu'il y a eu l'ouragan Matthew, eh bien, Nantes Métropole ont financé 15 fontaines donc, dans la zone de Jérémy. Et donc on est arrivé là-bas en situation d'urgence. Voilà, on les a installés avec les gens du village où ils l'ont souhaité, mais sauf que tout le système, et donc ils avaient nommé un responsable technique, on va dire, pour gérer tout ça. Sauf que responsable technique, eh bien, il est parti. Donc déjà, il n'y a plus de responsable technique. Et que, comme on n'a pas mis ce système de mutualisation des familles à participer, moi là, on a fait le point avec tous les maires, donc c'est l'association des maires de Grande Anse, là, à Haïti, qui s'appelle la MAGA, on a fait le point il y a 2 mois.
eh bien, comme ils n'ont pas mis ça en place dès le début, que les gens ont eu l'habitude d'avoir de l'eau gratuitement, eh bien, aujourd'hui, alors j'y retourne là fin avril, on va voir, mais aujourd'hui, a priori, ils me disent, mais ça va, c'est pas possible, les gens, ils ont de l'eau gratuitement, ils vont pas comprendre pourquoi maintenant on va leur demander de l'argent. Et donc, du coup, il n'y a pas à chaque fois, en fait, il y avait eu des personnes qui avaient été formées hein, sur place, alors là, ils en avaient formé a priori 5 ou 6, mais comme ce n'est pas des gens qui sont rémunérés ni rien, bah, ils savent le faire, mais maintenant, c'est globalement les gens des villages qui viennent, qui utilisent la fontaine et tout ça. Je ne suis pas certain de la pérennité, et je leur ai dit, vous avez des gros risques, puisque si c'est tout le monde qui utilise, eh bien les coûts, les trucs, sachant qu'en plus là-bas, je leur avais fait des fontaines, j'avais eu 10 jours pour leur faire les 15 fontaines, je leur ai inventé en un week-end une fontaine, ce qu'on appelle une fontaine 4x4, parce que là-bas il n'y avait plus de route et tout ça, ils ont transporté les fontaines sur le dos, parce qu'il y avait des rivières à la place des routes et tout ça, et donc elle est beaucoup plus fragile en plus que la fontaine normale. Donc oui, dans ces cas-là, c'est risqué. Et j'ai aussi un deuxième cas, c'est au Sénégal, c'est avec ça s'appelle la caravane de la paix, c'est des anciens champions du monde et champions olympiques de sport qui se sont réunis pour faire des événements pour aider, et donc qui ont financé une fontaine. Et donc je les ai laissés gérer, en fait je suis pas intervenu parce que ça s'est fait. Et donc la fontaine, eh bien je suis allé l'installer, elle se trouve à 400 mètres du village, hein, donc ils avaient fait une belle plateforme et tout ça, sauf que comme c'est à 400 mètres du village, eh bien, et le problématique de l'eau c'est vraiment grave, et les autres villages sont jaloux. Et là, ils m'ont appelé la semaine dernière en disant, eh bien, a priori, il y a quelque chose de détruit. Alors là, j'en sais pas plus pour le moment, mais parce qu'il n'y a personne pour la garder le soir, et voilà. Donc, alors que si c'était nous qui étions intervenus, qui avions suivi toutes ces étapes, quand on suit toutes ces étapes, il n'y a aucun problème, puisque tout est géré à l'avance. Il faut que les choses... Enfin, c'est comme dans tout, hein. Si les choses ne sont pas gérées au début, eh bien, ça part en cacahuète, et après, pour récupérer, ben, c'est compliqué. Voilà. Mais la toute première fontaine qui a été installée au Bénin, c'est le tout premier proto qui a été installé en décembre 2015, ça a été fait par une association qui était en relation en fait avec une grosse association au Bénin qui appartenait au mec qui a terminé 3e aux élections présidentielles au Bénin en mars 2016. Il se trouve que ce mec-là, en fait, comme les mecs qui se présentent dans ces pays-là, c'est les mecs les plus riches du pays. Celui qui a gagné, c'était vraiment le mec le plus riche du pays, mais avant de gagner, eh bien, il était exilé en France parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le pays. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce sont des escrocs, hein, enfin bon, eh bien là, le mec qui avait l'assaut, eh bien, il est en tôle aujourd'hui. Donc cette fontaine, on n'a plus de nouvelles, c'était toute la première, c'est eux qui l'avaient gérée. Voilà. Donc il est clair que si j'ai mis tout ça en place, c'est vraiment pour avoir un suivi qui soit clair et qui soit durable. Je voulais juste savoir, c'est uniquement par le biais d'associations que vous mettez en place des fontaines ou enfin, qui vous contacte en fait? Oui, que des associations. D'accord, ok. Ouais. Des associations locales ou... Alors, globalement, c'est des associations françaises qui sont implantées là-bas. Mais dans les associations françaises, il y a souvent des gens du village qui sont dans ces assos, quoi. Moi, je trouvais formidable que vous soyez reposé la question, tout remis à plat pour reconcevoir ce produit-là. C'est vraiment exceptionnel et c'est ce que je peux comparer avec ce qu'on fait tout le temps. C'est souvent très difficile de toujours se dire c'est très bien, mais on peut certainement faire mieux ou différemment et tout repartir de zéro et repartir du besoin en fait. Et avoir cette toujours ça derrière et faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, alors Mais sans poser vraiment toute la question, tout reprendre et puis de simplifier vraiment au maximum tous les systèmes. Alors moi déjà, même dans mes grosses stations de recyclage, vous voyez, si vous allez à Paris sur la cité musicale à Boulogne-Billancourt, on recycle toutes les eaux, alors c'est au milieu de la Seine et tout ça, donc on recycle
toutes les eaux qui sont réutilisées pour le nettoyage et tout ça. Donc j'ai des trucs qui sont hyper sophistiqués, mais même s'ils sont hyper sophistiqués, ils sont hyper simples. C'est-à-dire que dans la sophistication, tout est simplifié au maximum tout le temps. Enfin, je suis intervenu là pendant 3 ans en dernière année à l'école des mines à Nantes sur la créativité pour les faire sortir du cadre, parce que quand on est ingénieur, on a appris à mettre tout dans des tableaux et tout ça, et je les faisais travailler sur des trucs. Alors évidemment que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait, mais il faut t'oublies quoi. Enfin, t'oublies parce qu'au niveau du prix ça rentre pas, au niveau de la dimension ça rentre pas, au niveau du truc de panne, si ça tombe en panne, mais c'est la folie. Donc toujours essayer de répondre vraiment aux besoins, mais décortiquer le besoin. Voilà, et là j'ai fait la même chose sur la fontaine. Bon, est-ce qu'on va la voir? Bon, est-ce que ça... Ben, puis peut-être juste avant, oui, enfin, ça vous dit quoi là, ce que je vous ai présenté, ça vous parle, ça vous intéresse? C'est une brillante idée, hein. Une brillante exécution avec un potentiel justement autour de la spiruline, autour de l'agriculture, autour de... Ouais, puis c'est surtout que ça répond à un besoin quotidien de la population, à la fois sanitaire, hygiénique, tout ça quoi. C'est très beau. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'innovation technique de la fontaine, c'est tout ce qui tourne autour. Ah ben moi je pense que c'est ça l'innovation. Du processus d'inclusion jusqu'à la pérennité. Puisque ça engendre rien, tout ce qui est fait en amont pour que ça pérennise derrière. Pour que ça fonctionne. Moi, pour connaître un peu l'Afrique, pour y avoir vécu, ça me parle, quoi. Tout ce que vous dites là, ça me parle. Et je trouve ça génial parce que on a beau dire, vous utilisez des termes concernant l'Afrique qui sont peut-être forts pour certains, mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'arriver dans un pays et dire voilà, on veut vous mettre ça en place. Sauf que si les gens n'ont pas envie de le faire, ils ne le feront jamais. Ils vont le faire pour faire plaisir, parce que c'est nouveau, parce que ceci, mais au bout d'un moment, oui, les femmes elles vont reprendre leur seau sur leur tête et elles vont retourner à la rivière, et je trouve ça génial, quoi. C'est top, là, elles vont le faire, et en plus elles vont avoir le potable derrière, donc c'est top. Ouais. Mais enfin, l'Afrique, de toute façon, se développera par les femmes. Et il y a juste pas le choix. C'est clair. Et donc, moi je travaille avec beaucoup d'organisations de femmes et tout ça. C'est vraiment très très important. C'est la lionne, hein, les chasses, c'est pas le lion. Hein. Et ben non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le monde elles font tout. Animalier. Même les enfants, je suis pas sûr. Donc comme je vous disais, soit donc, on met l'eau voilà, dans le cube. Hein. Alors, savoir que... Donc dans le cube, on a, si on sent, à mon avis ça doit sentir encore le vinaigre, un petit peu, ouais, oui, je l'ai nettoyé le week-end dernier. Donc il y a une première crépine, hein, et la crépine elle est mise à 8 cm du fond, comme ça permet aussi lorsqu'on a de l'eau boueuse, parce que souvent l'eau boueuse, eh bien, c'est les femmes qui vont le chercher, et bien comme ça fait en plus de la décantation, puis il y a un petit trou il y a un petit robinet pour purger. Donc ça fait une première filtration. Donc avec la pompe, eh bien donc voilà, on aspire soit dans la cuve, juste avec les vannes, ou soit on y met le tuyau directement qui va aller faire l'aspiration. Ensuite, on passe dans un deuxième filtre, là, à 60 microns, donc là, on est à 150. Alors, on a aussi par-dessus, quand on renverse par-dessus, là, celle-là, elle n'est pas préparée, mais en fait, on a une passoire comme ça, vous voyez, qui permet justement de récupérer les plus gros éléments. Comme ça, ça fait plusieurs. À chaque fois, en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs types de filtration. Vous voyez, c'est très facile à nettoyer, puisque ça se nettoie simplement, donc on leur fournit une brosse, voilà, et ça se gratte. Et puis, donc après, on a les différentes clés juste pour les filtres. Donc là, on a un filtre à 60 microns, hein, donc un filtre inox. Et après, on
on a un filtre à 25 microns, un filtre à 5 microns, et c'est celui-ci qui se remplace, et les filtres céramiques qui sont ici, et puis le robinet. Il faut savoir que le débit quand même de ce robinet-là, 1000 litres d'eau à l'heure, c'est l'équivalent de 2 robinets qu'on a dans une maison. Hein. Une maison, c'est entre 450 et 600 litres d'eau qu'on a sur un robinet. Voilà. Et alors, si, mais oui, mais c'est tout, c'est juste le basique de la filtration. Et donc, si on vous dit, mais oui, mais les filtres, ils doivent se colmater très très rapidement, pourquoi les choses ne se colmatent pas rapidement, premier point, et deuxièmement, sont faciles à nettoyer? Simplement parce que c'est justement une pompe mécanique et on a très très peu de pression. Alors on a besoin d'avoir de la pression pour avoir du débit, mais on a une très faible pression qui est juste suffisante, et donc les matières en suspension, elles viennent en surface et elles ne rentrent pas à l'intérieur. Voilà. Et donc dès qu'on met avec la brosse le vinaigre et l'eau, eh bien ça s'enlève tout seul, tout bêtement. Et c'est pour ça que ça marche. Alors que si on avait de la pression, les filtres céramiques, sinon lorsqu'on a de la pression avec une eau qui est très sale, en 2 jours, ils sont tout colmatés, et c'est rentré à l'intérieur de la céramique et c'est mort. Voilà. Voilà, vous voyez. Et donc ça, maintenant, par exemple, c'est fait donc tout est à l'intérieur. Donc en fait, maintenant, les fermés, tout ça, sur les scanners, j'ai tout mis. Et puis maintenant, on a une porte devant et une porte derrière pour accéder de chaque côté. Les dimensions sont les mêmes. Okay. Ah oui, oui. Alors pourquoi pareil? Mais ça, c'est aussi dans toute la réflexion, tout à l'heure on parlait de la réflexion, c'est qu'une palette, ça fait 1,20 m, et donc comme ça tient sur ma palette. Et donc je mets des palettes de 100 par 1,20 m, et comme ça j'en mets 2 sur une palette couchée. Et j'en mets 2 ou plus, même ça nous arrive de les envoyer par 4, même par 6 sur la même palette. Donc tout ça, ça fait partie de la réflexion. Et puis aussi, le 1,20 m, c'est que, donc là, du coup, ça fait à peu près 1,55 m, mais le 1,20 m, c'est que pour une femme, pour le remplir, c'est pile poil au niveau de la hauteur. Donc c'est tous ces paramètres que j'ai pris en compte pour faire le produit. Et puis à chaque fois, là, eh bien, on y met des cadenas avec les crapauds. Comme de toute façon, en plus, ils n'ont pas d'outils. Ce qui m'a choqué tout à l'heure, c'est qu'ils sont capables d'avoir des téléphones portables. Ah non, mais c'est ça, ils sont capables, ils ont tous des téléphones. Et c'est là que ça me perturbe. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas. C'est la technologie qu'on a, mais la nécessité d'avoir pouvoir. En fait, vous savez, je réfléchis avec toute l'évolution. Moi, mes enfants, enfin j'ai 3 enfants qui ont 12, 16 et 18, et ça me rend fou de les voir passer leur temps sur leur jeu, sur leur tablette, sur leur machin. Et donc je réfléchis à toutes les évolutions qui se passent avant. Il y a 40 ans ou 50 ans, on crée des produits parce qu'il y avait des besoins. Aujourd'hui, avec la technologie, avec le truc, eh bien, on crée des produits qui créent le besoin. On a complètement inversé le cycle des trucs. Et on devient complètement dépendant. Et pour moi, culturellement, c'est... Donc à partir du moment où vous n'avez pas le marché, eh bien, il n'y a rien qui est créé. En fait, il est là le truc. Et que moi, ça, là-dessus, j'ai pas déposé de brevet. J'ai rien déposé. Alors déjà, pour déposer un brevet là-dessus, ça serait juste sur l'architecture. Puis alors, s'amuser à défendre un brevet en Asie ou en Afrique, il faut juste oublier, enfin, si vous les trouvez fous. Mais même, je dis, mais il peut y avoir, c'est très bien, il peut y avoir des gens qui le copient. Pas de problème. De toute façon, moi, je m'adresse à des gens qui ne peuvent pas l'acheter. Moi, mon truc, et je refuse. Alors, et puis moi, on me demande toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent pour vendre la fontaine. Et je refuse. Moi, mon objectif, c'est d'empêcher les gens de mourir. Et je refuse qu'il y ait du business qui soit fait avec mon produit. Que les gens, après, le copient, le fassent, ça leur appartient, c'est leur problème.
Mais comment? L'eau est pour tout le monde. Mais c'est surtout les poumons, enfin voilà quoi. Enfin, bon, voilà, c'est peut-être sans doute que si j'avais pas eu ce qui m'est arrivé, j'aurais pas ce fonctionnement-là. Donc, mais j'assume, voilà, c'est mon fonctionnement, je l'assume et après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, messieurs, dames. Merci d'avoir écouté. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Pour le recharger? Pardon? Pour le remettre là-haut? Non, parce que tout est fait, tout est conçu. Dans le Picasso, donc comme ça, j'ai acheté le Picasso à 310 000 km, et bien, ça rentre pile poil dans les sièges à l'arrière, et j'ai juste un petit bâton qui est gros comme ça, que je mets à 20 cm, et donc là, ça se bascule au début, je le prends par les pieds, et grâce au bâton, ça le fait rouler. Bon, allez, merci beaucoup. Merci.